Les histoires de Sika, il y a des noms qui traversent le temps comme le vent traverse le désert. Des noms qui brillent plus fort que l'or qu'ils ont possédé. Et parmi ces noms, il y a celui d'un homme que l'Afrique n'a jamais oublié. Son nom, c'est Mansa Moussa, le roi de l'or, l'empereur du Mali, celui dont la richesse et la sagesse ont fait trembler le monde. Mais avant de devenir une légende, Moussa n'était qu'un homme. Un homme né au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans une terre chaude, vaste et fière, où les contes naissent entre les rivières et les dunes. Moussa grandit dans une époque où le Mali était déjà une puissance. Un empire immense, riche de terres, de fleuves, de peuples et surtout, d'or. Le trône appartenait alors à un roi appelé Aboubakari, un souverain curieux du monde, obsédé par l'océan et les mystères qu'il cachait. On raconte qu'un jour, Aboubakari décida d'explorer l'Atlantique, de partir avec des centaines de navires pour découvrir ce qu'il y avait au-delà des vagues. Et ce jour-là, il confia le pouvoir à Moussa, jeune, intelligent et humble, le temps de son absence. Mais Aboubakari ne revint jamais. Et c'est ainsi que Moussa devint roi. Quand le destin frappe à ta porte, tu ne choisis pas toujours le moment. Mais Moussa, lui, a répondu présent. À peine couronné, il comprit que le Mali n'était pas un royaume comme les autres. Il savait qu'il portait entre ses mains le cœur battant de l'Afrique, un empire qui pouvait rayonner au-delà des dunes, au-delà des mers. Alors il se mit à gouverner avec intelligence, avec foi et avec grandeur. Et très vite, son nom commença à se répandre. Le Mali sous Mansa Moussa, c'était un monde à part. Imagine des caravanes d'or qui traversent le désert, des villes pleines de vie où se croisent marchands, érudits, musiciens, forgerons. Imagine des marchés où l'encens se mêle au cuir, où les tissus brillent comme des couchers de soleil. Tout ça, c'était le Mali. Et Moussa, au centre de tout, veillait sur son peuple comme un père veille sur ses enfants. Il savait que la vraie richesse, ce n'était pas seulement l'or, mais la connaissance, la foi et l'unité. Un jour, Moussa prit une décision qui allait marquer l'histoire pour toujours. Il annonça qu'il partirait pour la Mecque, accomplir le pèlerinage sacré, le grand Hadj. Mais ce voyage, il n'allait pas le faire comme un simple croyant. Non. Il allait montrer au monde la grandeur de l'Afrique. Il allait prouver que le Mali, cette terre noire et brûlante, était un joyau du monde. Et il se mit à préparer un pèlerinage comme personne n'en avait jamais vu. Les anciens disent que quand Mansa Moussa se mit en route, c'était comme si une ville entière se déplaçait. 60 000 hommes. Des soldats, des griots, des esclaves, des artisans, des femmes, des enfants, des chameaux, des chevaux, des chariots pleins d'or. Certains portaient des vêtements de soie, d'autres des tissus tissés d'or pur. Les serviteurs portaient chacun une barre d'or massif, et les chameaux transportaient des sacs remplis de poudre d'or. Oui, de la poudre d'or. C'était une armée de lumière, un fleuve d'or qui traversait le désert. Le soleil du Sahara brillait sur eux, mais c'est Moussa lui-même qui semblait éclairer la route. Il avançait entouré de ses gardes, vêtu simplement, le visage calme, les yeux profonds. Ce n'était pas la vanité qui guidait ses pas, c'était la foi. Il voulait aller rendre grâce à Dieu, mais il voulait aussi élever le nom de son empire. Montrer que l'Afrique n'était pas une terre d'ombre, mais un continent de rois, de savants et de rêveurs. Le voyage fut long. Très long. Des mois de marche, à travers des dunes infinies, des oasis, des villages. Partout où il passait, Moussa laissait une trace. Il aidait les pauvres, construisait des mosquées, distribuait des pièces d'or aux enfants, de la nourriture aux vieillards. Les gens le regardaient passer comme on regarde un miracle. Ils disaient, voilà le roi d'Afrique, celui dont les mains donnent sans compter. Et la légende commença à se propager.
Quand il arriva en Égypte, au Caire, les gens n'en crurent pas leurs yeux. On raconte que la ville entière s'arrêta. Les marchands quittèrent leurs boutiques, les soldats baissèrent leurs armes, les femmes sortirent sur les balcons pour voir passer le roi d'or. Il marchait lentement, entouré de son cortège, et chaque pas semblait peser une fortune. Les chroniques arabes racontent qu'il donna tant d'or aux habitants du Caire que la valeur de l'or s'effondra pendant plusieurs années. Oui, sa générosité fit trembler l'économie du monde. Mais derrière cette richesse éclatante, il y avait une sagesse silencieuse. Moussa ne cherchait pas à éblouir, il cherchait à partager. Il voulait montrer que le vrai pouvoir, c'est de donner. Que la vraie foi, c'est d'élever les autres. Même les sultans arabes furent impressionnés. Ils n'avaient jamais vu un roi aussi humble et généreux à la fois. Certains pensaient qu'il était fou, d'autres disaient qu'il était béni. Mais tous reconnurent qu'il était grand. Sur le chemin vers la Mecque, Moussa s'arrêta dans chaque grande ville pour apprendre, écouter et échanger. Il rencontra des savants, des architectes, des artisans. Il découvrit des livres, des savoirs venus d'Orient. Et dans son cœur, il fit une promesse, quand il rentrerait au Mali, il transformerait son empire en un phare du savoir. Il voulait que Tombouctou, sa ville, devienne un centre d'apprentissage, un lieu où les jeunes d'Afrique viendraient étudier la science, la foi et la sagesse. À la Mecque, il accomplit son pèlerinage avec humilité. Pas comme un empereur, mais comme un serviteur. Il pria, il remercia, il se purifia. Et là-bas, loin de ses terres, il comprit que la richesse d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il laisse derrière lui. Il décida que désormais, son or servirait à bâtir, à instruire, à unir. Quand Mansa Moussa reprit le chemin du retour, il n'était plus seulement un roi riche. Il était devenu une légende vivante. Partout où il passait, les gens l'acclamaient. Des enfants couraient derrière sa caravane, des anciens le bénissaient. Le vent du désert murmurait son nom comme une prière. Même les étoiles semblaient briller un peu plus fort sur sa route. Il avait touché le cœur du monde, et le monde l'avait reconnu. Mais ce n'était que le début. Car ce que Moussa allait faire en rentrant allait marquer l'Afrique pour des siècles. Le pèlerinage avait révélé sa grandeur, mais c'est son retour qui allait faire de lui le plus grand bâtisseur de tout un continent. Quand Mansa Moussa revint de la Mecque, le monde entier parlait déjà de lui. En Afrique du Nord, au Moyen-Orient, jusque dans les royaumes d'Europe, son nom circulait de bouche en bouche. On le décrivait comme un roi d'une richesse inégalée, mais aussi comme un homme pieux et juste. Certains disaient qu'il avait découvert la fontaine de l'or, d'autres disaient qu'il était un envoyé de Dieu. Mais ceux qui le connaissaient savaient qu'il n'était ni magicien ni prophète. C'était simplement un homme qui avait compris que la vraie gloire, c'est celle qui se construit sur la connaissance, la foi et la justice. De retour dans son empire, Moussa n'avait plus la même vision du monde. Il avait vu les grandes villes d'Orient, les mosquées immenses, les écoles, les bibliothèques. Il savait que l'or seul ne suffisait pas. Il fallait bâtir quelque chose qui survivrait au temps. Alors il appela les architectes qu'il avait rencontrés sur la route, les savants, les artisans. Parmi eux, un homme allait marquer l'histoire du Mali, Abou Ishaq Essaïli, un architecte andalou que Mansa Moussa avait rencontré à la Mecque. Moussa le fit venir à Tombouctou et lui confia une mission, construire une mosquée qui ferait honneur à Dieu et à l'Afrique. C'est ainsi que naquit la mosquée de Djingarébé, une merveille d'architecture en argile, en bois et en âme. Quand le soleil se levait, ses murs prenaient la couleur du sable doré, et quand il se couchait, ils brillaient comme de l'ambre. Elle n'était pas seulement un lieu de prière, mais un symbole, celui d'une Afrique savante, fière et ouverte au monde. Moussa fit aussi bâtir des écoles, des bibliothèques, des universités. Tombouctou devint un centre du savoir, un lieu où l'on venait de loin pour étudier les sciences, les arts et la théologie. Des étudiants du Maghreb, d'Égypte, du Soudan et d'autres royaumes d'Afrique s'y installèrent. Le Mali devint le cœur battant du monde africain. Dans ces rues, on parlait toutes les langues. On y échangeait des idées, des livres, des marchandises. Les griots racontaient les exploits du roi, les marchands vantaient sa justice, les enfants rêvaient de devenir comme lui. Et pendant que le monde parlait de guerre et de conquête, Moussa construisait la paix par le savoir.
Son or ne servait plus à briller, mais à éclairer. Sous son règne, le commerce connut un âge d'or. Les caravanes traversaient le désert comme des rivières vivantes, transportant sel, ivoire, tissus, épices, or et sagesse. Gao, Tombouctou, Djenné, toutes ces villes prospéraient. L'empire du Mali était si vaste que certains disaient que le soleil ne s'y couchait jamais. Et Mansa Moussa, au sommet de sa gloire, restait humble. Il priait, il rendait justice, il aidait les pauvres. Il ne vivait pas pour être craint, mais pour être respecté. Mais comme toute vie de roi, celle de Moussa n'était pas sans épreuve. Gouverner un empire aussi grand n'était pas facile. Les ambitions grandissaient, les jalousies aussi. Certains se demandaient comment un seul homme pouvait tout contrôler. Moussa le savait, le pouvoir attire toujours les tempêtes. Mais il gardait confiance. Il savait que tant qu'il restait juste, son empire tiendrait debout. Un soir, raconte la légende, il monta sur la plus haute tour de Tombouctou. Le vent soufflait fort, les étoiles brillaient au-dessus du désert. Il regarda son royaume, les lumières des villages, les caravanes qui rentraient, les prières qui montaient dans la nuit. Et il dit à son griot: « Regarde, mon frère. Tout ça, c'est le fruit de la foi et du travail. L'or se perd, les royaumes tombent, mais la connaissance reste. » Le griot hocha la tête, les yeux pleins de respect. Ce soir-là, Mansa Moussa ne parla plus. Il resta là, silencieux, comme s'il écoutait le souffle de l'Afrique elle-même. Avec les années, la sagesse du roi grandit encore. Il fit renforcer les routes commerciales, protéger les frontières, et surtout, il encouragea les échanges culturels. Le Mali devint un pont entre l'Afrique noire et le monde arabe, entre le désert et la mer, entre le passé et l'avenir. Des cartes furent dessinées, des chroniques écrites, et même les Européens commencèrent à parler du royaume de l'or. Sur les anciennes cartes du monde, on peut encore voir une image, un roi noir tenant une pépite d'or dans sa main. C'est lui. C'est Mansa Moussa, symbole d'une Afrique puissante et rayonnante. Mais tout roi, aussi grand soit-il, finit par sentir le poids du temps. Mansa Moussa vieillissait. Ses cheveux blanchissaient, ses pas devenaient plus lents, mais son esprit restait vif. Il passa ses dernières années à transmettre son savoir, à former ses fils, à préparer l'avenir. Il savait que sa mort ne devait pas être une fin, mais un passage. Il disait souvent: « Je ne crains pas la mort. Ce que j'ai bâti ne mourra pas avec moi, car j'ai bâti avec la foi. » Les griots racontent qu'un jour, le roi sentit que son heure approchait. Il demanda qu'on lui apporte un peu de sable du Niger, un peu d'eau du fleuve, et un morceau d'or pur. Il posa tout devant lui, puis ferma les yeux. Il pria en silence, remercia Dieu pour la vie, pour le peuple, pour la lumière qu'il avait reçue. Puis il dit doucement: « L'Afrique n'a jamais été pauvre. Elle a juste oublié sa richesse. » Et ce furent ses derniers mots. Le roi de l'or, le roi du savoir, le roi de la foi s'endormit paisiblement. Certains disent qu'il fut enterré près du fleuve, d'autres disent que son tombeau reste un secret, caché par les sables du Sahara. Mais tous s'accordent sur une chose: Mansa Moussa n'a jamais vraiment disparu. Son nom vit dans la mémoire des peuples, dans les contes, dans les chants, dans les rêves des enfants d'Afrique. Aujourd'hui encore, quand on parle de richesse, les livres citent les hommes d'affaires, les empereurs, les industriels. Mais aucun n'a égalé Mansa Moussa. On dit que sa fortune, si on la traduisait en argent d'aujourd'hui, dépasserait celle de tous les milliardaires modernes réunis. Mais sa vraie richesse, ce n'était pas l'or. C'était sa vision. La vision d'un roi qui a compris que l'Afrique n'avait pas besoin de chercher la lumière ailleurs, car elle l'avait déjà en elle. Des siècles ont passé, les empires se sont effondrés, les rois se sont succédés. Mais le nom de Mansa Moussa traverse encore le temps comme un souffle chaud venu du désert.
Il rappelle au monde que l'Afrique a connu des rois puissants, des bâtisseurs, des penseurs, des hommes de foi et de grandeur. Il rappelle que l'histoire de l'Afrique ne commence pas avec la colonisation, mais bien avant, dans les royaumes où l'or brillait sous le soleil et où la sagesse guidait les peuples. Alors, quand tu entends son nom, souviens-toi. Souviens-toi du jeune homme devenu roi par hasard, du pèlerin qui marcha jusqu'à la Mecque avec son peuple, du bâtisseur qui fit de Tombouctou la perle du désert. Souviens-toi du roi qui donna sans compter, du sage qui enseigna que la vraie richesse, c'est celle du cœur. Mansa Moussa n'était pas un mythe. Il était réel. Un Africain comme toi, comme moi, mais animé d'une foi et d'un rêve plus grand que lui. Il a prouvé qu'un roi noir pouvait être le plus riche, le plus savant et le plus respecté du monde. Et son histoire, racontée encore et encore, continue d'inspirer ceux qui croient que l'Afrique peut briller sans l'aide de personne, simplement en croyant en elle-même. Parce que tant que le vent du désert soufflera, tant que les griots chanteront, le nom de Mansa Moussa résonnera à travers les âges. Et son or, même caché sous les sables du temps, continuera de briller dans nos mémoires. Abonne-toi pour plus d'histoires, n'hésite pas à nous faire part de tes appréciations dans les commentaires.